Et j'ai le plaisir d'appeler à mes côtés le docteur Marc Grassin. Vous êtes docteur en pharmacie et docteur en éthique médicale, philosophe, directeur de l'Institut Vaugirard Humanité et Management. Avec vous, on va travailler le CARE à travers le défi managérial, avec comme titre « Porter et être porté », le CARE comme défi managérial. Merci, docteur. Merci, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. J'ai pas une tâche facile parce que passer après Jean-Philippe, beaucoup de choses ont déjà été dites, et puis en fin de séance, j'imagine que voilà, peut-être non pas le tour de la question a été fait, mais beaucoup de thématiques ont été évoquées. Donc je vais essayer sans doute peut-être de dire à ma manière des choses qui vont résonner avec les interventions précédentes, parce qu'au fond, on n'invente peut-être pas grand-chose dans la matière, et j'ai la tâche pas toute simple à annoncer dans le titre d'être sur la question managériale, qui n'est pas une question très évidente. Le terme de management dans le milieu sanitaire et le milieu médico-social n'est pas toujours très à la mode, et on peut le comprendre parfois. Mais il y aurait quelque chose d'assez paradoxal si des institutions, des organisations, des établissements qui portent en leur fond et arrière-fond la question de prendre soin pour répondre à des attentes de vulnérabilité ou de fragilité sur lesquelles je vais revenir tout à l'heure, il y aurait quelque chose d'assez paradoxal que la question du management échappe à la question du care elle-même. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Évidemment qu'il y aurait une sorte de distorsion où les professionnels prendraient soin des usagers, alors que le management, c'est-à-dire au fond, mais je vais essayer de le définir, les modes de fonctionnement internes, les relations, l'établissement des relations, etc., les structurations organisationnelles, ne prendraient pas soin de ces professionnels-là. La première hypothèse, enfin, en tout cas je vais faire plusieurs hypothèses, mais ou thématiques. Le premier élément, c'est que évidemment la question du care et la capacité que les professionnels ont à prendre soin des patients ou des usagers, vous l'appelez chacun comme vous le voulez, dépend en grande partie de la manière dont on va prendre soin des collaborateurs. Ça, c'est quelque chose qui est assez important. Ça a été découvert dans le monde de l'entreprise, en particulier dans les métiers de service. Et tout à l'heure, Jean-Philippe reprécisait que le travail avait une dimension de service. Et dans les sociétés de service, on a eu une attention pendant un certain nombre d'années sur la question de la relation client. Et en particulier avec le souci de porter une écoute des réclamations des clients pour améliorer la relation client. Et puis, on a découvert que ce n'était pas suffisant. Les entreprises sont passées dans les métiers de service à la question de l'expérience client. Il fallait que les clients, vous savez, vivent une expérience agréable, précautionneuse. Alors on n'utilisait pas le terme de soin, mais d'une certaine manière, il y avait en arrière-fond l'idée qu'il fallait que cette expérience soit bien traitante, bienveillante, heureuse, etc. Et puis, troisième étape, on a découvert que ça ne suffisait pas. On s'est attardé dans les métiers de service autour de la relation collaborateur. Et c'est là où la question du care a été introduite dans la question du management en particulier, avec l'idée que si on ne prenait pas soin des collaborateurs, alors il n'y avait pas de relation client ni d'expérience client qui était positive pour les clients. Voilà. Donc l'élément de la question du défi managérial autour de la question du management du care vient en partie aussi de cette prise de conscience que l'un ne va pas sans l'autre, entre l'usager, la réponse qu'on peut apporter et la manière dont on va traiter les collaborateurs. Il y a un rapport évidemment direct. Le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est que le care, c'est l'affaire de tous. Dans le management, j'entends, c'est l'affaire de tous, c'est-à-dire c'est l'affaire de la direction
vis-à-vis des professionnels et c'est aussi l'affaire des professionnels vis-à-vis de la direction. Donc il y a un enjeu de réciprocité et qui est pas si évident que ça, hein, qu'on peut appeler la circularité, c'est-à-dire au fond les uns et les autres prennent soin des autres à partir du moment où les autres vont prendre soin de nous-mêmes. L'enjeu, c'est quoi? C'est de créer un collectif qui va bien. Au fond, c'est ça hein, qui est le défi managérial, c'est d'essayer de faire en sorte que le collectif va bien. Et c'est quoi un collectif qui va bien? C'est un collectif qui est capable de faire le job. Chacun à son niveau, faire le job, chacun à son niveau. Je reviendrai évidemment là-dessus. Et ce job, chacun à son niveau, ça veut dire qu'il y a toujours, au fond, à travers la question du care et en particulier sur la question du management, un travail sur soi. C'est d'abord un travail sur soi. Et c'est un travail sur soi, non pas un travail sur l'autre, parce que souvent on a cette idée qu'il faudrait travailler sur l'autre pour qu'enfin on puisse correctement et de manière efficace faire le job. Non, c'est un travail sur soi avec l'autre. Et on va regarder qu'est-ce que ça veut dire que ce travail sur soi avec l'autre. J'ajouterai une clé de lecture complémentaire à ce que j'ai entendu tout à l'heure dans l'intervention de Jean-Philippe. Je rappelle que, au fond, les collectifs du travail, hein, et c'est pas propre simplement à vos organisations, c'est structuré en grande partie sur 3 éléments qui sont toujours interfacés, interagissant les uns vis-à-vis des autres. D'abord, il y a une culture. Une culture, ça veut dire qu'il y a un récit, et Jean-Philippe évoquait la question du récit en citant Ricoeur. Hein, il y a des valeurs, il y a un récit commun qui est partagé, à partir duquel on va pouvoir, au fond, se mettre d'accord, s'ajuster sur quelque chose qui fait sens. Donc il y a un élément de culture, il y a un élément structurel, c'est l'organisation, c'est la structuration organisée et processée des modes de fonctionnement de l'organisation. Et puis, il y a des relations. Les relations avec, évidemment, quelque chose qui est le cœur, on pourrait dire, de la question de la relation, c'est que la relation, c'est d'abord, au fond, de l'émotion. Et donc, le collectif du travail, c'est une tension permanente entre un récit, du sens, une culture, de la structuration organisée, avec toute son âpreté et sa difficulté, son caractère possiblement désincarné, et puis c'est des hommes et des femmes qui vivent quelque chose, et ça s'articule en permanence, et peut-être que la question du management, et du management par le care, consiste à essayer de regarder et de travailler sur ces 3 dimensions en même temps, d'une certaine manière. Nous savons tous que quand on travaille à changer la culture, le sens, c'est pas opératoire pour faire évoluer le job, le travail. Quand on travaille sur l'organisation, ça ne suffit pas. Quand on travaille sur les relations, ça ne suffit pas. Il s'agit de travailler sur les 3 en même temps. Et c'est ça qui va peut-être produire quelque chose qui va permettre de prendre soin et de la mission confiée, et des attentes qui sont exprimées, et puis évidemment, et des vécus des personnes qui travaillent et qui gravitent autour de ça. Alors, pour essayer de décrypter ça, d'abord, je voudrais rappeler que, et nous le vivons tous dans tous nos lieux du travail, hein, quel que soit, c'est valable partout, toujours, tout le temps, c'est que travailler avec d'autres dans une institution, un établissement, une organisation, une université, c'est d'abord l'expérience de tension. D'abord, c'est tendu. Et il est important de garder en tête que si c'est tendu, c'est normal et c'est pas très grave que ça soit tendu. Je vais m'expliquer. C'est tendu pour de multiples raisons. C'est tendu d'abord parce que c'est un écosystème. Un écosystème, c'est quoi? C'est au fond le fait que c'est plein de réalités
multiple, c'est plein de compétences, c'est plein de métiers différents qui vont s'interpénétrer, s'interfacer. Dit autrement, les lieux du travail sur lesquels nous travaillons, c'est d'abord l'expérience de la complexité. Je vous rappelle que la complexité vient du terme plecto. Plecto, ça veut dire la trame enchevêtrée du tissu. C'est ce qui va faire que le tissu tient et a une capacité de résistance, c'est que c'est entremêlé, enchevêtré. Et le tissu de cette veste-là, enfin en tout cas cette veste, hein, on ne voit pas bien comment ça s'entremêle, mais on sait que c'est l'entremêlement qui fait qu'elle est là, d'une certaine manière. Donc d'abord, les lieux du travail, les collectifs du travail, c'est de la complexité, c'est-à-dire c'est un écosystème dynamique d'entremêlement. Deuxième élément, on sait aussi que les collectifs du travail, c'est l'expérience de la rationalité limitée. La rationalité illimitée, c'est une expression qui vient d'un sociologue qui s'appelle Michel Crozier, une sociologie des acteurs, hein, qui montre assez bien que, au fond, dans le collectif, nous avons tous une capacité à comprendre, à raisonner, à voir, à interpréter le réel qui nous occupe de manière limitée. Je traduis ce que ça veut dire. Ça veut dire quand on bosse, on a un immense angle mort. Tous, tout le temps. C'est-à-dire, travailler avec d'autres, c'est d'abord travailler sur fond d'un angle mort. Vous savez bien ce que c'est qu'un angle mort en voiture, hein, on ne voit au fond que très peu de choses de ce qui est devant, il y a beaucoup de choses qu'on ne voit pas derrière. Mais travailler dans un collectif, c'est accepter au fond que les rationalités sont limitées, c'est-à-dire je n'ai pas une capacité pleine et entière de tout comprendre, de tout savoir, de tout interpréter, et donc je suis en partie aveugle de ce qui se passe dans le collectif dans lequel je suis. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que nous avons tous tendance à penser que nous savons au fond comment ça fonctionne, nous savons comment ça devrait fonctionner, etc. Et si au fond nous étions aux commandes et aux manettes, on ferait bien autrement et ça marcherait mieux. Sauf que d'abord, l'expérience du collectif, c'est l'expérience d'accepter de ne pas être dans la toute-puissance de savoir comment ça se passe et donc du coup, très certainement, d'avoir besoin d'ailleurs du regard des autres pour mieux comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Troisième élément qui fait la tension inhérente à tout collectif, et tout collectif au travail en particulier, c'est que bien sûr il y a des vécus différents, et ça c'est important, c'est de rapporter ou de ramener la question du travail à la question d'une expérience vécue des réalités dont je suis en charge. Et puis dernier point que je voulais souligner, évidemment, c'est la question des émotions. Un collectif, c'est d'abord sursaturé d'émotions, alors que nous avons tous en tête implicitement qu'un collectif qui fonctionne bien, c'est un processus de rationalisation et que si nous pouvions rationaliser et nous éloigner, nous protéger d'une certaine manière des émotions, alors nous pourrions sans doute être plus opérants, plus efficaces, etc. Mais la réalité objective de tout collectif au travail, c'est que d'abord ça déborde d'émotions et évidemment j'y reviendrai là-dessus. D'ailleurs, il y a un psychologue qui a été prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman, 2012, il n'a pas eu le prix Nobel d'économie tout seul, hein, ils étaient trois, avec un économiste, mais il a montré cette chose tout à fait intéressante, que la plupart des décisions que nous pensons prendre de manière rationnelle, en réalité, sont extrêmement subjectives, extrêmement sursaturées d'émotions. Il a analysé, en rejouant aux États-Unis à la fois, je ne sais plus, 15 ans, je crois, de décisions prises au niveau des décisions médicales, des décisions judiciaires et des décisions d'indemnisation du risque, des risques par les assurances. Et c'est assez bluffant hein, de voir que, au fond, bon nombre de nos rationalisations sont en réalité teintées très fortement de la question des émotions. Et donc, il ne faudrait pas trop négliger cette question-là. Donc, d'abord, il y a des tensions, et c'est pas grave qu'il y ait des tensions. C'est normal qu'il y ait des tensions. Ce qui est problématique dans des collectifs du travail, c'est, au fond, quand les tensions nous épuisent d'une certaine manière.
Je rappelle, et il n'y a pas besoin en réalité de le rappeler, nous le savons tous, que l'énergie est limitée, notre énergie est limitée, et que une grande partie du malaise que nous pouvons éprouver au travail, c'est lié au gaspillage au fond de l'énergie, c'est-à-dire une dépense d'énergie à essayer de résoudre des tas de problèmes, au fond, sur lesquels il n'y aurait vraiment pas de raison objective à mettre autant de débauche d'énergie. L'énergie gaspillée nuit gravement à la mission, nuit gravement au job et nuit gravement au vécu et aux personnes. Et Jean-Philippe rappelait la question du procès d'Orange. Voilà, on voit bien des questions des risques psychosociaux qui sont peut-être inflationnistes aujourd'hui, mais c'est bien ça qui est en jeu. La question derrière est de savoir où est-ce qu'on met l'énergie. Est-ce qu'on met l'énergie au bon niveau ? Je ferais bien l'hypothèse qu'une partie d'un management par le CARE consiste en partie à porter cette question du gaspillage au fond de l'énergie vitale qui épuise et les hommes et les femmes, et puis aussi au fond l'organisation elle-même. Alors, l'enjeu c'est quoi ? L'enjeu c'est de faire le job. C'est-à-dire de faire le job, c'est quoi ? Alors, proposition, c'est d'abord faire le job, c'est de permettre qu'il y ait une structure qui soit adéquate au fond à ce que on est censé faire. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire qu'une structure adéquate, c'est une structure qui va nécessiter, au fond, en permanence, une dynamique d'adaptation. C'est-à-dire que c'est une structure fluide. On reviendra sur la difficulté qu'on peut avoir avec la fluidité, l'agilité des structures, parce qu'on n'est pas câblé comme ça, et les structures ne sont pas câblées comme ça. Les structures sont câblées pour avoir une certaine forme de rigidité sur laquelle on pourrait s'appuyer, mais une structure adéquate, c'est une structure qui doit sans cesse s'adapter à ce pourquoi elle est faite, ou ce pourquoi elle est censée être faite. Deuxième élément, de faire le job, c'est la question des procédures ou des fonctions qui doivent être au service véritablement là aussi de la mission. Et nous savons tous, partout, dans tous les milieux du travail, nous savons tous que nous pouvons être épuisés et vidés d'une certaine manière par des tas de fonctions ou de procédures, au fond, qui desservent très fortement la possibilité de faire le job. Je pense en particulier au milieu soignant, où un certain nombre de soignants vont passer quasiment plus de temps à remplir la conformité aux procédures sur les ordinateurs plutôt que de temps passé à faire le soin lui-même. Voilà. Donc, comment on va porter et adapter les procédures et les fonctions en adéquation au fond à la mission, c'est-à-dire comment on va remettre là aussi de la souplesse dans les procédures pour éviter le frein que produit la rigidité procédurale. Troisième élément, c'est la réactivité, l'agilité, l'efficacité, c'est-à-dire l'adaptation comme enjeu de facilitation. Comment on arrive au fond à être en phase avec une compréhension de ce qui va, contre éventuellement ce qui est attendu, faciliter la résolution des problèmes qu'on a à résoudre. Quatrième élément, je voulais souligner sur ce que c'est que faire le job, c'est de faire en sorte que c'est vivable et que c'est convenable. Au fond, ça, c'est un élément important sur l'évaluation du travail, pas l'évaluation au sens de quantifier, mais est-ce qu'un bon moyen d'évaluer, c'est pas de se dire à la fin de la journée ou à la fin de la prise en charge d'un patient, de se dire, est-ce que ce qu'on a vécu, c'est vivable pour nous et puis pour les acteurs qui ont gravité autour de la situation. Et puis, est-ce que c'est convenable, au fond, c'est-à-dire, est-ce que ça nous convient ?
Et ça veut dire que si on essaie de répondre à cette question-là, si on est capable de dire finalement ce qu'on a fait, c'était pas mal, pas forcément c'était bien, mais c'était pas mal. En tout cas, on trouve que on peut sortir relativement apaisé, tranquille et un peu en concordance avec ses valeurs. Et qu'en même temps, on se dit comment on peut faire autrement. On a là quelque chose qui est un facteur important pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait du care dans le monde du travail. Voilà. Alors du coup, la définition du management, parce que le management dans un certain nombre de milieux est un gros mot, et on comprend pourquoi il peut l'être quand on regarde parfois ce qu'on entend autour de la question du management, dans les écoles de commerce, dans les formations, etc. Donc, mais si effectivement le travail consiste à essayer, le travail du collectif consiste à essayer de faire quelque chose, de rendre quelque chose de vivable et de convenable, alors on peut dire que le management, c'est organiser et accompagner les relations dans la diversité des compétences et des fonctions pour, remplir la mission, il ne faut jamais perdre de vue qu'il s'agit de remplir la mission, 2, être efficace, et il y a un enjeu d'efficacité, et 3, d'être dans une dynamique d'adaptation permanente, c'est-à-dire une sorte d'agilité, pour permettre, au fond, l'amélioration. Donc, j'ai dit organiser et accompagner, c'est-à-dire, au fond, le management consiste à entrer dans un accompagnement des relations qui sont des relations d'interdépendance, d'entremêlement des fonctions métiers, des compétences diverses et variées, où chacun va pouvoir reconnaître qu'il est d'une certaine manière celui qui va permettre à l'autre d'être compétent et de faire son propre job. Le point décisif, c'est au fond le management, c'est une problématique relationnelle qui va passer par, et je souscris assez aux propos de Jean-Philippe sur la question politique et sur la question du collectif, de l'organisation sociale, de la dimension collective, mais ça va passer en grande partie par, au fond, la reconnaissance d'abord que la condition du succès est une condition de reconnaissance des rapports d'interdépendance. Dit autrement, manager, c'est relationner. Une fois qu'on a dit ça, on pourrait imaginer qu'il y a quelque chose de l'ordre un peu naïf, un peu simpliste, de dire manager, c'est relationner. Il va falloir creuser effectivement et traduire ce que ça veut dire. Mais le management du fait de l'interdépendance des relations au cœur du collectif, c'est une manière, de lutter contre l'inertie, 2, c'est une manière de lutter contre les angles morts, 3, c'est une manière de lutter contre la perte de vie et la perte de sens au quotidien dans les organisations et les manières de vivre le collectif. Du coup, si effectivement l'enjeu managérial, c'est un enjeu relationnel, ça veut dire qu'au fond, il s'agit de changer de perspective. La question n'est pas, quand on dirige ou quand on manage, d'agir sur, mais d'agir avec. Et ça, c'est un changement tout à fait important parce que, je vais essayer de vous le montrer, on a une culture au fond de la direction qui est une culture de l'agir sur et non pas de l'agir avec. Donc, si l'enjeu est un enjeu de comment on va creuser et travailler les rapports d'interdépendance, les relations d'interdépendance au cœur du collectif pour qu'ils soient efficaces, c'est-à-dire ajustés et adaptés à l'objet et à la mission qu'il y a à remplir, la mission de service, on pourrait dire, pour répondre aux attentes qui sont celles que à la fois le patient ou l'usager exprime vis-à-vis de l'institution, et puis celles aussi de l'attente du corps social dans son ensemble qui confie d'une certaine manière la responsabilité de répondre à ces attentes. Ça veut dire que manager consiste à créer les conditions d'un prêter attention.
créer les conditions d'un prêter attention aux relations, et c'est en ça qu'on peut parler de management du care. Hein. Le management du care consiste à travailler à la fabrication des conditions qui vont permettre à tous les niveaux et tous les étages, au fond, d'une organisation, d'un collectif au travail, de permettre d'une certaine manière que les relations puissent permettre à chacun d'exprimer correctement ses compétences, de les vivre, que chacun puisse être sujet dans le travail qui lui est confié, et que chacun puisse reconnaître la dimension partenariale fondamentale et fondatrice de ce que c'est que le travail, c'est-à-dire un enjeu de coopération. Et il n'y a pas de coopération si nous n'acceptons pas d'être dans des échanges d'interdépendance de partenaires. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que manager, ce n'est pas une technique. Et ce n'est pas une technique qu'on apprend au fond sur les bancs d'une formation ou d'une école qu'il s'agirait simplement d'appliquer. C'est d'abord une relation, ce qui veut dire c'est un enjeu d'un état d'esprit et un état d'esprit relationnel. Dit autrement, c'est une manière de faire. Manager, c'est une manière de faire. Je vous propose la chose suivante. Une manière de faire, c'est une question de style. C'est-à-dire, c'est l'art et la manière. Manager est un enjeu de style. L'art et la manière, c'est au fond une modalité de comportement. Et vous savez sans doute que le terme de comportement, le terme ethos, d'où vient le terme éthique, ethos veut dire le comportement, la manière ordinaire de se comporter et la manière critique de se comporter. C'est une question de style. Ce qui veut dire que tout le monde n'est pas en capacité de manager. Et c'est important dans les institutions. Pourquoi? Parce que dans un certain nombre d'institutions, ce qui va faire, au fond, la position fonctionnelle du management, c'est le métier. Mais je peux très bien, et on le sait bien, dans le milieu sanitaire, beaucoup de managers, alors je ne parle pas des cadres supérieurs de santé, mais beaucoup de managers implicites sont les médecins. Mais il y a des tas de médecins qui sont très bons médecins, qui n'ont pas l'art et la manière, le style et la compétence, au fond, pour manager. Donc il y a une question de style sur lequel il faut travailler. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que être manager, mais ça serait valable aussi pour diriger, au fond c'est les deux mêmes mots d'une certaine manière, diriger ou manager, suppose quoi? Une réflexion sur soi. C'est-à-dire un manager qui ne réfléchit pas sur sa posture, du coup, ne peut pas correctement manager. Donc il y a un travail intérieur, au fond, pour le manager. Deuxièmement, manager ou diriger, ce n'est pas un pouvoir, c'est une responsabilité. Jean-Philippe citait Ricoeur, et là-dessus on est de la même école, en tout cas une proximité sur Ricoeur. Ricoeur dit la chose suivante sur la question de la responsabilité. Il dit la responsabilité consiste à rendre compte parce qu'un autre compte sur nous. C'est-à-dire que d'abord l'attente est première, et je suis comptable au vrai sens du terme, d'avoir des comptes à rendre sur la manière dont je réponds aux attentes. Un dirigeant, un manager, il est comptable de ses équipes, il est comptable du vécu qui est impliqué par les décisions qu'il prend, par les organisations qu'il met en place et par les manières dont il accompagne ou il n'accompagne pas. Troisième élément, évidemment, je l'ai dit, c'est-à-dire la relation, c'est le cœur du management. Il se trouve que j'ai eu le plaisir de travailler avec les gendarmes et c'est assez intéressant parce que les gendarmes ont cette logique de dire la fonction prime sur le grade. C'est capital en matière de décision, vous voyez bien ce que ça veut dire, la fonction prime sur le grade, c'est-à-dire au fond la décision, les décisions, la compétence va être reconnue à celui qui est en fonction opérationnelle plus que sur le grade.
Voilà. Et c'est une manière, au fond, de rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire de repositionner, au fond, le rôle de la direction et du management. Le management ne consiste pas nécessairement à décider toujours, tout le temps, en lieu et place des uns et des autres, mais consiste à rendre possible, au fond, l'exercice de la responsabilité de l'autre dans son métier. Enfin, c'est créer, quatrième élément, c'est créer des conditions, c'est-à-dire c'est oser. Manager, c'est oser. Manager, c'est créer, c'est innover, c'est prendre des risques et c'est incontestablement aussi imaginer du possible qu'on n'imagine pas. Donc c'est réinventer quelque part en permanence les organisations dans lesquelles nous sommes, parce que nos organisations, elles ont quelque chose qui va toujours, au fond, figer, sceller, sécuriser dans des manières de faire qui ne sont peut-être plus tout à fait adaptées et ajustées à ce que nous sommes en train de vivre. Alors, je voudrais décrypter trois éléments très, très rapides. 10 minutes encore ? Oui. Premier élément, c'est revenir sur la question du fond et de l'arrière-fond de notre culture. Notre culture, alors ce que j'appelle notre culture, c'est la culture de notre modernité contemporaine libérale. C'est une culture de la maîtrise et du contrôle. Notre rapport au réel, il est très, très, très structuré sur la question de la maîtrise et du contrôle, c'est-à-dire, au fond, l'idée que nous pourrions comprendre, connaître le savoir et qu'il suffirait, du coup, de résoudre les difficultés, les problèmes dans une équation qui va nous permettre de faire en sorte qu'on va trouver des solutions. Maîtriser et contrôler, c'est comme ça qu'on s'est formé pendant longtemps, au fond, à ce qu'était la fonction de direction ou la fonction managériale. Avec en arrière-fond, sur cette question de la culture et de la maîtrise et du contrôle, c'est que si on maîtrise et on contrôle le réel, alors on va dire les choses et ça va se faire. Il suffirait de savoir, alors on va dire, et alors ça va se faire. Nous savons tous, évidemment, qu'il n'en est rien, c'est-à-dire que le réel qui nous occupe tous, sur lequel nous travaillons avec les uns et les autres, ce n'est pas un réel qui va se résoudre par une équation mathématique, c'est au fond un réel qui va se jouer dans des équations avec de nombreuses inconnues qu'on n'arrivera pas à résoudre. Et ça, on est en train de découvrir ça. Peut-être que en fait, ça a toujours été comme ça, mais la culture dans laquelle nous sommes, la culture organisationnelle, la culture managériale, nous a fait oublier au fond que le cœur du réel, c'est pas la certitude, c'est l'incertitude. C'est la complexité et l'incertitude. Et tout à l'heure était évoquée la question de l'obsession de la gestion du risque. Le risque, c'est quoi le risque ? Le risque, c'est au fond un calcul, une probabilité d'un événement qui est déjà connu. J'ai un événement qui est connu, je calcule la probabilité que ça puisse se reproduire et je gère d'une certaine manière. Donc la culture de la gestion du risque, ça va être au fond une capacité à prévoir la survenue d'événements. Mais dans la réalité quotidienne de l'existence de chacun d'entre nous et de l'existence des sociétés et des collectifs, c'est que ce qui va aussi surgir, c'est l'incertitude, c'est-à-dire c'est des événements qui n'étaient même pas imaginables. Ça, c'est un élément important, ça change la donne d'un point de vue du management, parce que si on a un management qui est câblé, une direction qui est câblée sur le fait que le monde est assez simple, il suffit de l'équationner, le calculer, l'équationner, le calculer, on va pouvoir le résoudre, on va dire et on va le faire. Donc le monde est simple et du coup, il est certain. Or, la réalité, c'est que le monde est complexe, intriqué, entremêlé jusqu'au fait qu'on ne sait pas bien comment on va s'en sortir, fait de multiples tensions, et qu'il est très sujet à l'émergence d'incertitudes. Vous voyez bien que la question de la crise du Covid a été cet événement-là qui vient réintroduire de manière assez massive qui d'entre nous ici aurait pu projeter que le mouvement, le flux de la société allait s'arrêter. En vrai, les épidémiologues pouvaient l'imaginer, mais il y avait quelque part quelque chose de l'inimaginable. J'attire votre attention sur
De fait, nous étions un peu tous sidérés, d'une certaine manière, parce que nous n'étions pas habitués à, au fond, ne pas maîtriser et ne pas contrôler la réalité. Alors, ça a une incidence extrêmement importante sur la question de la direction et du management. Dans un monde maîtrisé et contrôlé, la modernité libérale contemporaine, ça veut dire que décider, consiste à ordonner, à savoir, à vérifier, à réussir et à sanctionner. Et dans pas mal d'endroits, on pilote, on manage et on dirige comme ça. Et si on est dans un monde complexe, incertain, fait de multiples interactions humaines qu'on ne maîtrise pas, avec du vécu, donc pas aussi rationnel qu'on l'imagine, alors manager, diriger, piloter, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est la même chose, consiste à construire, consiste à apprendre, consiste à faire confiance, consiste à essayer et consiste à accompagner. Donc, la question derrière sur le management par le care, comme défi d'une certaine manière, ça va être de changer de prisme, changer de perspective, de passer d'un rapport au réel qui consiste à savoir, calculer, ordonner, décider et éventuellement sanctionner positivement ou négativement, à quelque chose qui est de l'ordre du plus impalpable, qui va consister à agir avec, pour apprendre, pour construire, pour problématiser, pour faire confiance, pour essayer d'accompagner. C'est un changement de perspective. Mon hypothèse en tant qu'observateur, entre autres à l'Institut Vaugirard, c'est que ça se met en place dans pas mal d'endroits. En tout cas, il y a un changement de regard sur la question de l'effet d'efficacité d'un changement de manière de faire du management. Le deuxième élément sur lequel je veux insister, puisque c'était le titre en particulier, porter et être porté, il faut déconstruire au fond l'anthropologie ou la représentation anthropologique de ce que c'est que d'être sujet dans notre société moderne. Nous avons une représentation très structurée sur le fait qu'un sujet est un sujet qui est autonome et indépendant. Le sujet qui se réalise, c'est un sujet autonome et indépendant. C'est-à-dire, c'est un sujet qui va réussir par lui-même à faire son monde, à se l'approprier et à construire sa propre histoire. La réalité objective de notre condition humaine, c'est que nous ne sommes pas des sujets autonomes et indépendants. Nous sommes toujours des sujets interdépendants et qui vont être soumis au fond à une assistance et à une portance. Nous ne pouvons rien faire indépendamment du fait d'être portés par d'autres. Portés par une culture, portés par des hommes et des femmes qui vont nous soutenir, portés par des institutions et des organisations qui font bien. Mais la condition de possibilité d'être réellement sujet, c'est-à-dire d'être réellement en capacité de faire le job, d'hommes et de femmes, mais aussi de faire le job dans nos organisations, c'est de reconnaître que nous ne pouvons échapper au fait de construire des modalités de portance. Il y a un philosophe que moi j'aime particulièrement bien qui s'appelle Peter Sloterdijk, peu importe le nom, on pourra vous donner la référence peut-être après, il prend la métaphore aéronautique. Il rappelle cette chose suivante, un avion, ça vole pour deux raisons. D'abord parce que ça a un mouvement, ça a une vitesse, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de vitesse, au fond, ça s'écroule, et c'est parce qu'il y a un milieu de portance qui est l'air. Et si vous avez pris l'avion, vous avez peut-être vécu des trous d'air, hein, c'est-à-dire quand tout d'un coup le milieu de portance n'est plus là, alors ça s'effondre. Le sujet s'effondre, la compétence s'effondre, le métier s'effondre, la qualité s'effondre, fondamentalement, s'il n'y a pas des modalités de support qui vont porter les individus. Et un des éléments de portance, il y a plusieurs éléments de portance, c'est un, la structuration du collectif, deux, la culture, donc la représentation, les valeurs, etc. Trois, la question des relations. Peut-être vous avez lu ce livre, il est sorti il n'y a pas longtemps, d'Alain Damasio. Alain Damasio, c'est un auteur de science-fiction. Je vous invite à lire Damasio, hein, c'est tout à fait remarquable, La Horde du Contrevent, mais son dernier, La Vallée du Silicium, qui est très intéressante, il rappelle la chose suivante, et il dit « Nous sommes des mammifères sociaux ». C'est très intéressant ça, de penser son humanité, sa condition d'humain, d'homme et de femme dans une société,
sous l'angle des mammifères sociaux. Ça veut dire quoi, les mammifères sociaux ? Ça veut dire qu'un mammifère, c'est d'abord l'expérience de ce qu'on appelle la néoténie. La néoténie, c'est quoi? C'est le fait que quand nous naissons prématurés. Les hommes et les femmes que nous sommes, et tous les mammifères, d'une certaine manière, naissent prématurés, c'est-à-dire immatures par eux-mêmes, dans la capacité à vivre et à survivre. Il y a besoin d'une assistance et d'une portance. La portance chez les mammifères, ça va passer par d'abord le nourrissage, on pourrait dire le maternage, peu importe, mais nourrir. Deuxièmement, c'est l'éducation, bien évidemment. Et puis, le troisième élément, c'est protéger. Si effectivement nous sommes ces mammifères sociaux, c'est-à-dire ces êtres un peu immatures, nous avons besoin, 1, des modalités de portance et de support qui nous nourrissent, 2, des modalités de portance qui nous éduquent, 3, des modalités de portance qui nous protègent. Je ferais bien l'hypothèse que la protection, c'est le côté de l'institution, l'organisation. Je ferais bien l'hypothèse que l'éducation, c'est la transmission transgénérationnelle. Et puis, nourrir, c'est aussi la fonction de tout un chacun, comment une organisation et des hommes et des femmes avec qui on travaille vont nous nourrir d'une certaine manière. Peut-être que le management, c'est ça, par le CARE, c'est-à-dire un management qui va nourrir, éduquer, protéger, et sans lequel, s'il n'y a pas ça, alors il n'y a pas de milieu de portance, et les sujets ne sont pas suffisamment assistés pour faire tout seul le job. Mais on ne fait rien tout seul, car il n'y a pas de sujet qui ne soit pas assisté. J'attire votre attention d'ailleurs du coup, qu'il est assez paradoxal dans un certain nombre de milieux. Il y a une obsession au retour à l'autonomie, sous-entendu de l'indépendance. Je pense à la question du handicap. L'obsession, au fond, dans un certain nombre de milieux, qu'il faudrait se départir. Au fond, le sujet serait bien soigné si on lui redonnait son autonomie et son indépendance. Non, le sujet est bien soigné si on lui donne les bonnes modalités de support, les bonnes modalités de portance et les bonnes modalités d'assistance qui vont lui permettre de ressaisir une part de son histoire et de faire son histoire. Ça change la donne, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous sommes tous des sujets portés et assistés, ça veut dire que la question du management consiste à travailler ces modalités de portance et d'assistance. Les fabriquer, créer ces conditions. Alors, je rajoute une couche, évidemment, à 2 minutes. Alors, ça va être très... Alors, je vais le faire très, très rapide. Si on lit d'un point de vue anthropologique ce que nous sommes, vous comme moi, nous sommes d'abord fondamentalement de la relation. C'est une banalité que de dire, mais c'est quand même important de se le rappeler. Je rappelle que la relation, c'est du lien. C'est-à-dire, nous sommes d'abord liés. Et liés, c'est quoi? C'est lié avec des processus d'attache. Un lien, c'est ce qui nous attache. C'est ce qui nous attache à l'autre, donc ce qui m'oblige à négocier, au fond, ce que je vais faire. Donc, dès que je suis en relation, dès que je suis lié, je suis obligé de négocier les attaches qui sont les miennes. La relation, c'est une négociation. Et puis, c'est une attache au sens aussi, évidemment, affective. Être attaché à. Et donc, au fond, si, effectivement, nous n'échappons pas à ce fondamental anthropologique qui est la relation, et si le boulot du manager ou de la direction, c'est prendre soin de la relation, il faut qu'il travaille à la question des attaches. Comment on attache? Une attache peut être liante et dominatrice, une attache peut libérer des espaces. J'ajoute une chose. Si on lit la question des fondamentaux anthropologiques, pardon, le mot est très grand, plein d'emphase, etc., mais quand même, qu'est-ce qui nous constitue d'un point de vue fondamental? De manière universelle, on pourrait dire, indépendamment de nos cultures, indépendamment de nos horizons, indépendamment de nos psychismes aléatoires. Premièrement, c'est la question du sens. Nous sommes des animaux symboliques, nous avons besoin de sens pour pouvoir faire quelque chose et être en phase avec le monde dans lequel nous sommes. J'attire votre attention sur le fait que le sens, on ne le donne pas. On a l'habitude maintenant dans le management de dire on va donner du sens et si on donne du sens alors ça va fonctionner. Ça ne marche pas en donnant du sens. Personne n'est en capacité de donner du sens à des individus qui font le travail et qui ont une certaine forme de compétence. Le sens émerge de ce qui se produit. Et donc peut-être qu'une partie du boulot du management consiste à être en vigilance pour
accueillir ce qui émerge de sens dans ce qui se pratique. Deuxième élément tout à fait central, anthropologiquement, c'est la question de la parole. Nous sommes des êtres de parole. Notre rapport au monde, c'est que nous parlons. J'attire votre attention que parler n'est pas dire. Donc parler n'est pas communiquer. Il y a besoin de communication, mais parler n'est pas communiquer. Parler, c'est dire quelque chose sur quelque chose à quelqu'un. C'est-à-dire, c'est une adresse qui va ouvrir un espace de réciprocité et qui va donner la possibilité à chacun d'exprimer d'une certaine manière son vécu. Troisième élément, la question du temps. Un fondamental anthropologique, c'est la temporalité. Nous n'avons pas, dans les lieux du travail qui sont les nôtres, les mêmes temporalités. La temporalité politique n'est pas la temporalité de l'organisation, elle n'est pas la temporalité du process, elle n'est pas la temporalité des chiffres, elle n'est pas la temporalité des différentes fonctions. Chacun a une temporalité et qu'il va falloir constamment négocier l'ajustement des temporalités. Et ça, c'est un lieu de tension, mais c'est un enjeu managérial pour faire en sorte qu'on arrive à être sur un temps commun dans la différence de nos temporalités. La question de l'espace, qui est un autre fondamental, 3 minutes. La question de l'espace, un collectif au travail, c'est un espace qui est occupé, qui est habité. C'est important parce que ça veut dire que c'est un territoire où chacun a, avec ses compétences, ses vécus, ses émotions, ses pratiques, ses rencontres, etc., une manière d'habiter son terrain. C'est un terrain. Il y a un grand philosophe qui est Bruno Latour qui dit qu'il faut passer de la cartographie au territoire. C'est-à-dire qu'il faut passer de l'organigramme pour comprendre un collectif à ce qui se vit concrètement dans la manière dont les hommes et les femmes habitent le territoire. Ça me paraît être tout à fait central. Comprendre son espace comme un espace habité par d'autres, avec d'autres manières de faire, etc. Et là encore, un territoire, ça ne se conquiert pas, ça se partage, ça se travaille, etc. 1, 2, 3, 4, 5, la reconnaissance. Nous ne survivons pas à un manque de reconnaissance. Je passe très vite là-dessus, mais c'est évidemment un enjeu majeur et la reconnaissance suppose des enjeux de reconnaissance, de réciprocité. Et cinquième point qui est tout à fait décisif, c'est que ce qui fait notre profond rapport à nous-mêmes, c'est que nous avons une liberté et une prétention à pouvoir exercer une liberté, c'est-à-dire à décider de quelque chose. Capital. Alors je traduis managérialement ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a 4 leviers qui sont, d'un point de vue managérial, d'un management par le CARE, qui permettraient de respecter des fondamentaux anthropologiques, sans lesquels, si on est bafoué sur nos fondamentaux anthropologiques, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir de l'engagement, on ne peut pas avoir de la fidélité, de la pratique bienveillante et bienfaisante et du travail de service. Il y a 4 enjeux. Premièrement, il faut un management qui rend possible de pouvoir dire les choses. Mais il ne faut pas se payer de mots. Hein. C'est compliqué dans une organisation de réellement pouvoir dire. Donner la parole, et donner la parole, ça veut dire laisser avoir une capacité d'écoute et en faire quelque chose. C'est-à-dire que quand on écoute et quand on donne la parole, les choses ne sont pas déjà jouées avant qu'on les ait jouées. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu de pouvoir dire. Deuxième enjeu, c'est un enjeu de pouvoir-être, c'est la question de la reconnaissance réciproque. Le pouvoir-être au travail, c'est qu'on soit reconnu dans sa compétence. Il y a plein d'endroits où on n'est pas reconnu dans sa compétence. Et quand on n'est pas reconnu dans sa compétence, ça ne marche pas. Donc, comment rendre au fond à César ce qui est à César, la compétence à son niveau, le périmètre de compétence de chacun pour pouvoir construire des périmètres partagés et donc une reconnaissance réciproque. Troisième élément, c'est un pouvoir d'agir. Un management par le CARE doit donner un pouvoir d'agir aux collaborateurs et aux professionnels. Si les gens n'ont pas le sens qu'ils ont des marges de manœuvre, c'est-à-dire d'exercer leur liberté avec une capacité de décision là où ils peuvent exercer leur décision, au fond, ça ne peut pas manager, ça ne prend pas soin. Quatrième élément, c'est la question de la confiance. Alors, la confiance, c'est un mot assez flou. Hein. La confiance, pour moi, il y a 3 choses. Parce que la confiance ne se donne pas non plus, elle s'éprouve. Hein.
Et si elle s'éprouve sur 3 éléments, me semble-t-il. 1, la cohérence entre les paroles et les actes. Il n'y a rien de pire que quand les actes et les paroles ne sont pas en phase. Vous metteriez votre confiance dans quelqu'un qui fait pas ce qu'il dit? Ben, évidemment que non. C'est un vrai risque dans les organisations et dans les lieux du travail. Deuxièmement, la sécurité. J'ai confiance quand je sais que si je prends la parole, si je fais, etc., je ne suis pas en danger. C'est-à-dire qu'au fond, je peux oser un certain nombre de choses. Et puis, c'est avoir évidemment une information loyale de ce point de vue-là. Le management, je reprends une faute, je finis là-dessus, promis. Le manager... Je vous fais confiance. Hein. Voilà, c'est pour faire une petite incise sur un livre que moi j'ai trouvé assez exceptionnel de Baptiste Morisot, un livre qui s'appelle Manière d'être vivant. Il travaille en particulier les crises. Il dit toutes les crises sont des crises de la relation au vivant. Toutes les crises sont des crises de la relation au vivant. Et ce sont toujours des crises de la sensibilité. Nous manquons de sensibilité dans la manière dont nous manageons et donc nous manquons au fond la relation au vivant. Dit autrement, et tu l'as dit tout à l'heure, ça assèche les organisations, ça dévitalise les organisations. L'enjeu, c'est de remettre de la vie dans les organisations, et si on remet de la vie dans les organisations, c'est un levier extrêmement important. C'est ça la question du care. Morisot, je finis, Morisot dit il nous faut une éthologie des autres et une écologie des lieux. Je fais l'hypothèse que Morisot a raison là-dessus. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu depuis 10 ans, à part les tiens et les miens, bien sûr. Mais entendez bien, il nous faut une éthologie des autres, c'est-à-dire une manière de comprendre les comportements des uns et des autres, c'est-à-dire les regarder avec un prêter attention qui prend soin, et une écologie des lieux, c'est-à-dire travailler sur un prêter attention aux lieux et à ce qui s'y déroule. Manager par le care, c'est ça, de mon point de vue. C'est un manager qui porte attention, au fond, au fait que nous sommes toujours portés par les uns et les autres. Merci. Merci, docteur Grassin. Alors, on gère le temps, mais on n'a pas fini, en fait. C'est pour ça que moi, je vous attends à côté de moi, parce que j'ai des questions et c'est aussi intéressant d'interagir avec la salle. Alors, j'ai retenu ce que le professeur Piron parlait des mots de gueule, je crois, avec le mot attachement, parce qu'on a commencé avec les troubles de l'attachement. Vous parliez de l'attachement aussi. Et donc, vraiment, je suis passionnant et on vous écouterait très longuement, mais j'ai 2 questions importantes, dont une qui reprend ce que vous avez dit à la fin un peu, c'est comment expliquer le constat d'organisation encore très pyramidale alors que le pouvoir d'agir des professionnels nous apparaît comme essentiel, et peut-être une deuxième. Je vais répondre à celle-là d'abord. D'accord. Pour la raison que j'ai dit, c'est qu'on ait une culture de la maîtrise et du contrôle et une culture d'une lecture du monde par équation. Une mise en calcul. Jean-Philippe a évoqué, mais on l'évoquait au repas, hein, Alain Suppiot, la gouvernance par les nombres, hein, c'est tout à fait ça. Et donc, il y a une approche descendante du rapport à l'organisation. Et ça, je pense, c'est culturellement très, très ancré. Hein, c'est-à-dire, vous savez bien que la question du savoir est aussi la question du pouvoir. Je sais, j'ai le pouvoir. Et ça, et voilà. Et pour ça que la culture du soin, le care, hein, c'est pour ça que c'est intéressant le care. Hein, le care, même si ça peut être à la mode, etc. Il faut se méfier, mais le care permet d'éprouver ça, quoi. Quand je suis face à un patient, enfin moi je suis un ancien soignant, mais quand on est face à un patient, voilà, on est dépossédé d'une certaine manière et il y a une forme d'horizontalité. Aujourd'hui, voilà, c'est en train de s'équilibrer, pas partout, etc. Mais je pense qu'il y a plein d'endroits où la question pyramidale, on voit bien la limite de la question pyramidale parce qu'elle est toujours sur fond d'angle mort, de rationalité limitée et donc de prise de pouvoir sur ce qui est en train de se faire et ça fonctionne plus. L'éthique du care est-elle celle de la conviction au service de la responsabilité ou de la responsabilité au service de la conviction ? Moi, je me méfie beaucoup de la question de la conviction parce que nous avons tous ici des convictions, même les pires d'entre nous ont des convictions. Donc, méfions-nous sur la question des convictions. Max Weber, qui a été cité tout à l'heure, fait la différence entre éthique de conviction et éthique de responsabilité.
Moi, je préfère l'éthique de responsabilité, c'est-à-dire, au fond, le fait que le CARE m'oblige à négocier, c'est-à-dire me limiter, ne pas forcément faire ce que j'avais imaginé qu'on doit faire, parce que ça suppose un rapport d'écoute à l'autre. Je reprends la notion de responsabilité de chez Ricoeur que j'ai citée tout à l'heure, rendre compte parce qu'un autre compte sur nous. C'est à ce qui est premier dans l'éthique, c'est pas la conviction, c'est le fait de prendre au sérieux l'appel qui est fait et l'attente qui est fait des plus fragiles. Alors les convictions, très bien, et puis les convictions, ça mange généralement pas de pain. Trump a des convictions. Merci, docteur. Merci beaucoup. On vous applaudit.